Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravie vraiment d'accueillir Ronia Nielsen. Bonjour Ronia. Bonjour Morgane. Alors Ronia, on se connaît dans la vraie vie et ça me fait toujours extrêmement plaisir d'interviewer des personnes que je connais vraiment et que j'ai vraiment vues avec leurs vrais pieds et pas seulement des interviews en visio. Et donc, du coup, Ronia, tu es entrepreneuse, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Merci déjà pour l'invitation. Commencer. Eh ben, un grand plaisir parce que moi, je trouve que tu as vraiment un entrepreneuriat particulier et je trouve que tu es une femme entrepreneuse très inspirante. Donc, ça m'intéressait vraiment de te recevoir aujourd'hui pour parler de l'entrepreneuriat et des soft skills. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, où tu vis, ce que tu fais dans la vie? Bien sûr. Donc, je m'appelle Ronia, originaire de l'Allemagne. Aujourd'hui, je vis en moite-moite entre l'Allemagne et la France. J'ai vu que les dernières 12 ans en France et là, en ce moment, c'est en train de basculer un peu. Donc, actuellement en Allemagne, mais sous peu à nouveau en Bretagne, à Brest. J'ai fait un parcours assez classique en termes d'une école de commerce. Je travaillais en tant que responsable commercial export dans 57 pays. Et par la suite, je montais avec une autre femme ensemble une entreprise qui s'appelle Bag Fair, qui sont des sacs pour femmes d'affaires ou femmes actives. Aujourd'hui, je tiens l'entreprise toute seule et je suis même allée un peu plus loin. J'ai aussi développé un matériau qui, effectivement, me sert pour la maroquinerie, mais qui est aussi vendu à d'autres marques et qui s'appelle Korkoninen, matériau composé du liège et du lin. Donc 100% naturel et étant une alternative au cuir. Et du coup, c'est un matériel que tu as développé, c'est un matériel que tu as élaboré toi-même? Oui, donc développé et aujourd'hui breveté. Donc, bien entendu, j'ai travaillé pour certains tests avec des labos similaires parce que je n'ai pas toutes les machines pour un test ISO, par exemple. Mais voilà, l'idée était de moi et voilà. Ce que je trouve intéressant pour en avoir discuté avec toi un tout petit peu de ce matériel, c'est que d'après ce que tu me disais, tu connais toutes les personnes, les ficelles en fait de tous les humains qu'il y a derrière ce produit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, alors cela est valable pour Baguette Fer comme pour le matériau. Effectivement, au moment de monter déjà une marque de la maroquinerie, je me dis, voilà, dans le secteur du textile ou de la mode, il y a je ne saurais même pas dire combien des marques qui font des sacs ou de la maroquinerie. Il y a des fabricants partout sur la planète. Et moi, je me dis, si aujourd'hui je monte encore une marque, eh ben, autant de le faire bien. Le bien, je l'ai défini moi-même. Donc, le bien, c'était de travailler qu'avec des matériaux européens et effectivement avec toute personne qui je connais, ou je connais les conditions du travail, où ils sont, comment ils font. Veut dire j'ai que des fournisseurs européens et effectivement, je les toutes et tous visités ou je les visite encore régulièrement. Je les connais toutes et tous pour assurer aussi que à la fin de journée, les produits que je vends sont des produits où je connais tout le parcours, du matériau, du première fibre jusqu'au produit fini. Et comment est-ce que tu as sélectionné ces personnes-là? Donc, pareil, j'ai vraiment eu d'abord le critère Union européenne. Parce qu'il serait chouette de tout faire en France, mais c'est impossible, on n'a pas tous les matériaux, on n'a pas le savoir-faire, voilà. Donc, géographiquement. Par la suite, j'ai parlé avec des personnes. En fait, je les visité, j'ai parlé avec des personnes, j'ai posé énormément de questions. Comment ils travaillaient, les conditions et autres. J'ai visité, j'ai parlé avec les ouvriers dans tout ce qui est produits physiques. Moi, je pense que c'est très important de ne pas que parler avec les chefs d'entreprise parce que potentiellement, ils vont nous vendre un beau rêve, mais de rentrer et de regarder les conditions de travail, les personnes qui sont derrière les machines, les personnes qui font le job et d'échanger avec eux. Parce que je pense même si on ne parle pas la même langue, moi j'ai des fournisseurs en Italie ou au Portugal, je ne parle ni un ni l'autre, mais je pense même sans les mots propres, en regardant les conditions de travail et juste en prenant un café ensemble, en regardant comment ça se passe, on peut découvrir plein de choses. Ah oui, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, moi, je sens dans ton entrepreneuriat que l'humain, il est vraiment au centre.
l'humain est en centre avec, faut pas oublier, la planète. Parce que pour moi, un et l'autre viennent avec. Parce que c'est très beau d'avoir des bonnes conditions de travail si au même temps on va polluer la planète, l'eau ou d'autres ressources. À la fin de journée, ça va retomber sur les humains. Donc, il y a les deux. Et comment est-ce que, économiquement parlant, ça fonctionne du coup? Parce que j'imagine que ça doit coûter plus cher que de fabriquer en Asie, bien sûr. Alors, certes, ça coûte plus cher que fabriquer en Asie. À la fin de journée, il faut se poser des questions aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on veut peut-être sur le long terme et comment on peut y arriver. Il est plus cher, oui et non, parce que prenons par exemple un produit simple comme une mousse de tablette que je fabrique, elle est vendue en tarif final pour 29 euros. Pour autant, elle est fabriquée en France dans un ESAT par des personnes en situation de handicap. Il y a aussi toujours l'approche de comment je peux faire peut-être le bon lien entre le lieu de fabrication, les matériaux et aussi le design du produit. Donc, j'ai adapté tous mes designs en termes de produits aussi pour les rendre plus simples, pour peut-être avoir des similitudes entre certains produits, pour avoir un travail plus efficace et comme ça gagner quelques centimes qui, à la fin de journée, pourront impacter le prix. Et j'imagine que tu as une gestion de tes déchets et des chutes qui doit aussi être assez pointue. Oui, alors effectivement, alors dans la fabrication, on a peu de chutes parce que je fais aussi une optimisation entre les designs pour qu'on peut utiliser mon matériau qui fait un 42 large et qui est en rouleau vraiment à la perfection. Donc j'ai des chutes uniquement qui sont plus petites que 2 cm par 2 cm, donc déjà petit. Dans la fabrication de matériaux, on a certaines chutes, notamment du liège, on a un peu de poussière. Voilà. Cette partie-là est brûlée pour alimenter les machines. Donc, on l'utilise pour gagner en énergie. Et les chutes à la fin de la fabrication, en fait, ils sont simplement recyclés vu que mon matériau est compostable, même sur une compost à la maison. Oui, on a des mini chutes hein, qui font quelques millimètres. On ne peut plus rien faire avec. Donc, à un moment, ceux-là, ils sont recyclés. Donc en fait, c'est un sac, enfin, globalement, c'est la bagagerie, hein, c'est du sac, un Oui, sac compostable, quoi. Durable et oui. compostable. Oui, Wow. alors il faudrait encore que les personnes vont le mettre sur le compost en enlevant les parties en métal comme une fermeture à glisser ou similaire, qui sont d'ailleurs en métal non vulcanisé, veut dire c'est un métal qu'on peut refondre et recycler proprement pour faire d'autres objets avec. Moi, je rêve pas. Personne va mettre son sac sur le compost. Aujourd'hui, néanmoins, la solution que j'apporte, c'est un peu en approchant le worst case, le scénario qui pourrait être le pire, voudrait dire le textile, au pire, va finir sur des décharges à ciel ouvert. Et même sous cette condition-là, il va se décomposer. Certes, c'est plus long que sur un compost. On va parler là de quelques mois au lieu de peut-être 2 mois et demi, mais il ne va pas laisser une trace sur la planète au sens négatif. Je trouve ça vraiment extraordinaire d'avoir réfléchi à tout ce processus-là pour lancer ton projet entrepreneurial. D'ailleurs, comment est-ce que c'est venu dans ta vie, l'entrepreneuriat? Alors, un peu par la famille, parce que ma famille, mon père a lancé une entreprise il y a 35 ans, donc j'ai toujours vécu avec l'entrepreneuriat. J'ai d'ailleurs commencé assez tôt, quelque chose que je raconte rarement parce que euh, du ressenti, ça fait si longtemps, il n'y a pas si longtemps. J'ai commencé de travailler dans l'entreprise familiale à partir de 16 ans. Notamment sur, entre autres, il y a une boutique en Allemagne sur la partie achat du textile. Et j'avais l'opportunité en 2007, hein, donc début du crise financière, cette époque-là, d'acheter par un de mes fournisseurs un container de 20 pieds du textile. En fait, c'était du textile déjà fabriqué et les personnes qui ont commandé n'étaient plus dans la capacité de payer pour. J'ai demandé à mon père à cette époque-là 5 000 euros parce que je n'avais pas cet argent-là, j'étais encore à l'école, hein, je n'avais même pas le bac. Euh, j'ai demandé cet argent-là et avec un peu de négo, euh,
il m'a permis d'acheter ce container-là. Euh, et donc, je l'ai mis sur le parking de la boutique de mes parents. Et avec deux amis, sur 4 week-ends, on a ouvert le container, on a ouvert les cartons et un peu comme sur le marché, on a dit voilà, là, 20 euros chaque pièce, 30 euros chaque. Et on a vendu ce container-là en 4 week-ends, qui m'a permis par la suite d'ouvrir ma première boutique, même encore pendant la période du bac. Donc, pour moi, c'était quelque chose un peu naturel. J'étais toujours curieuse de tester, de voir comment ça se passe. Et donc, l'entrepreneuriat est venu la première fois là. Et l'histoire de Beg et Fer était simplement un besoin personnel. J'étais j'étais responsable commercial export, je voyageais beaucoup et je n'ai pas trouvé le sac d'affaires pour femmes adapté à mes besoins. Et donc, je me dis, bon, bah, autant de faire moi-même. Ah, j'adore cette philosophie. T'as pas trouvé ce que tu avais envie, ce qui te plaisait, donc ben, tu avais envie de te lancer là-dedans. Tu avais les compétences du coup. Est-ce que toi, tu as des compétences en termes de couture, en termes de design? Non, alors si j'arrive encore de faire une couture droite ou j'ai fait certains de mes protos, j'ai appris ça les dernières années, mais j'avais aucune compétence dans la couture quand j'ai commencé. L'idée était d'avoir des sacs pour femmes d'affaires. Ce que j'ai fait avec ma ex-associée était quand même un cours au London Fashion College, donc à Londres, sur le secteur de la maroquinerie pour mieux comprendre vraiment la particularité des sacs du travail. Certes, on a tout appris sur le cuir parce qu'il n'y a pas de cours sur comment faire des sacs durables ou véganes. Mais voilà, on a appris certaines choses, pas pour fabriquer nous-mêmes ou faire la couture, mais je pense qu'il est aussi important, si on veut bien fabriquer, de comprendre les enjeux sur la technicité, sur l'assemblage ou similaire. Donc, c'était plutôt cette approche-là. Donc, aujourd'hui, ça m'arrive de faire certains protos, mais non, je ne fabrique pas moi-même. Je fais tout sauf la couture, on va dire, sauf la fabrication manuelle à la fin. Bah, ça fait déjà pas mal de choses à gérer, hein, je pense. Et puis bon, c'est vrai que j'imagine que les salariés que tu embauches doivent coudre de manière ben, très, très bien, en fait. Voilà. Oui, voilà. Donc, certes, je travaille avec un atelier familial au Portugal avec 9 personnes et avec un ISAT en France. Et ces personnes-là sont spécialisées dans la couture. Donc, il y a pas de vraie contrainte là-dessus. Aujourd'hui, tu as combien de salariés dans ton entreprise? Proprement parlant, zéro. Je suis toute seule. J'avais des alternantes dans le passé. Après, c'est par le biais de mon histoire personnelle que je suis un peu plus en Allemagne aussi pour aider l'entreprise familiale ici en ce moment, tout en travaillant sur Bag Fer et mes entreprises, mais pas étant physiquement en France chaque jour. Euh, mais bien sûr, j'ai travaillé avec beaucoup de prestataires, des personnes en freelance ou similaires pour plein de choses. Mais du coup, c'est pas des salariés proprement parlant. C'est comme sur la fabrication, c'est pas mes salariés, c'est un ESAT qui fabrique pour moi presque à plein temps, mais euh, légalement parlant, c'est pas mes salariés. Tout à fait. Et du coup, ça fait à peu près combien de personnes qui, ben, qui gagnent leur vie autour d'un sac? Hum, dur à calculer parce qu'on a certains petits pièces, je sais rien, comme une étiquette, hein. Là-dessus, c'est compliqué à calculer combien de personnes. Voilà. Mais je pense en moyenne, sur un sac, on va être sur 12-13 personnes qui ont travaillé là-dessus. Ah oui, d'accord. Génial. On va parler soft skills. Oui. À ton sens, quels sont les 3 à 5 soft skills majeurs que tu as développés pour en arriver à être l'entrepreneuse que tu es Mm. aujourd'hui? Alors, si c'est le bon terme, tu vas peut-être me corriger, mais pour moi, presque la partie la plus importante, c'est l'écoute. L'écoute des personnes, l'écoute des histoires, l'écoute des besoins. Euh, Veut dire, c'est pas que écouter et répondre à oui ou non, mais de absorber les informations, d'y réfléchir plus tard et de faire quelque chose avec. Donc pour moi, c'est l'écoute, c'est primordial. Par la suite, il y a une partie d'empathie, sans, euh, sans tomber à 100% dedans. Je m'explique. Veut dire, on ne peut pas ignorer les personnes autour de nous et les besoins. Donc, l'empathie est importante. Ça ne veut pas dire
qu'il faut être en accord avec chaque élément qui se passe. Donc, empathie, oui, mais dans le business, il faut aussi de temps en temps juger est-ce que c'est justifié ou pas? D'où vient cet élément-là ou pas? Donc, pour moi, empathie, oui, mais avec quand même une réflexion derrière. C'est pas que tout ce qui est dit, tout ce qui est demandé est toujours vrai ou l'absolu des choses. Voilà. Et le troisième, je ne sais pas si c'est proprement parlant en soft skills, là tu vas intervenir, mais pour moi, c'est la curiosité. Si on va rester sur l'acquis, si on va rester sur les choses qu'on connaît, ben en fait, on ne va pas plus loin, on va pas. Voilà. Donc pour moi, c'est de chercher plus loin, de creuser plus loin. Et pour moi, je traduis ça avec la curiosité. Moi, je suis quelqu'un ça va de temps en temps un peu trop loin, vu que là, je travaille avec le lin et le liège. Moi, j'étais déjà au Portugal pour la récolte. J'ai déjà vu le florissant du lin en Normandie. Voilà, je cherche toujours très, très loin. Et une fois que je commence sur un sujet, voilà, je suis très curieuse. Mais pour moi, ces trois-là sont vraiment primordiales. Je trouve ça effectivement hein, très intéressant. La curiosité est une soft skill. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu nourris ta curiosité? Alors, une, ça revient de parler avec plein de monde. Alors, certes, je suis pas, ou quand on me rend compte, je suis pas forcément très timide, mais c'est quelque chose que j'ai travaillé. C'est pas forcément, c'était pas mon naturel de toujours parler avec tout le monde, voilà. C'est arrivé avec le temps et en réalisant que si j'échange avec des personnes, c'est très enrichissant pour eux et pour moi, dans la même façon. Et donc, la curiosité, ça vient aussi en se posant des questions à soi-même ou aux autres. Moi, je suis la première qui va poser une question si je ne comprends pas quelque chose. Et je suis aussi la première, si moi, je n'ai pas la réponse et quelqu'un me pose la question, je vais dire, je ne sais pas. Je pense que le pire qu'on peut faire pour limiter sa curiosité, c'est d'inventer des choses, d'essayer de l'expliquer soi-même sans avoir la bonne réponse. Donc, je pense qu'il faut creuser plus loin, mais pas en restant toute seule dans son coin. Ah, je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire que tu questionnes, que ce soit Ouais, ton fonctionnement à toi ou celui des autres. tout le temps. Ah, Tout le trop bien. temps, mais dans le bon sens. Pas en disant t'as tort ou c'est pas correct, mais en disant pourquoi. Mm. Pourquoi ça? Pourquoi? Ou aussi le pourquoi pas. Pourquoi je n'ai pas fait? Ou pourquoi j'ai peur de? Pourquoi pas je ne vais pas me lancer là-dedans? Ou pourquoi pas on ne pourrait pas faire ça? Donc, le pourquoi ou le pourquoi pas intervient dans mon quotidien beaucoup. Ouais. Super. Et est-ce que peut-être les gens qui vont nous suivre aujourd'hui pourraient sentir un petit peu plus cette idée-là? Comment est-ce que toi, tu génères le pourquoi dans ta vie? Ma par, certes, beaucoup de rencontres, beaucoup de lectures, en cherchant toujours un peu plus, mais surtout, et je pense que ça c'est la fil rouge de ma vie, en faisant uniquement les choses que j'ai envie de faire. Dans toutes mes activités, il n'y a rien que je fais où quelqu'un m'a forcé. Moi, j'ai la chance avec les années, il y a du travail, certes, qu'aujourd'hui, je peux faire uniquement les choses que j'ai envie de faire. Parce que je m'ai permis de petit à petit me dire, voilà, que un boulot pour payer les factures, c'est pas nourrissant pour moi. On n'a qu'une seule vie. Essayons quelque chose d'autre. Au pire, ça marche pas. Ça peut arriver et peut-être on va perdre du temps, oui. Peut-être on va perdre de l'argent, oui. Mais on a certainement appris des choses. Et pareil, ça revient à la curiosité. Pourquoi ça n'a pas marché? Comment j'aurais pu faire autrement? Ou pourquoi ça, c'était mieux que ça? Donc, je pense que c'est un tout, toujours avec l'idée de, c'est un grand mot, de trouver du bonheur, je ne sais pas, mais de trouver une certaine satisfaction dans la vie. Oui, ouais, ouais, complètement. Et moi, j'ai la sensation qu'il y a un alignement aussi. Parce que ce que tu fais comme travail, comme contribution aussi dans ce que tu produis, eh bien, ça répondait, j'imagine, à des valeurs que tu avais.
que ce soit de l'humain ou de l'écologie ou de plein de valeurs. Donc, comment est-ce que tu as réussi à fusionner en fait ce qui comptait pour toi et ce que tu as fait en fait comme travail ou comme produit, quoi. Oui. Bah, déjà, j'ai certaines valeurs sur lesquelles, depuis toujours, je suis pas prête à faire des compromis. Pour moi, j'ai des valeurs qui sont fermes et il n'y a pas il y a que du noir ou du blanc. C'est mon jugement personnel, mais un exemple tout simple, j'aimais toujours refuser et je les refuserai pour toujours de travailler dans une industrie qui va faire du mal aux humains. Exemple, l'industrie du tabac. C'est un industrie, pour moi, alors je comprends qu'on peut gagner beaucoup d'argent, que voilà, c'est non. Et ça va toujours être. Donc il y a des choses que j'ai exclues. Deux, il y a des choses où j'ai des fortes valeurs, mais il faut aussi être réaliste de temps en temps. On ne peut pas être à la perfection tout de suite. Et ça aussi, il faut l'accepter. Il faut faire avec. Et il faut, à mon sens, pas chercher la perfection, mais il faut chercher de toujours améliorer les choses. Donc, autant de dire, quand j'ai commencé, exemple simple, j'avais des fermetures à glissière, ce sont là anodins, des fermetures à glissière avec la bande de textile autour qui était en polyester recyclé. Recyclé, cool, polyester, ça reste du plastique, il ne faut pas rêver. Voilà. Le problème était qu'il y était zéro fournisseur en Europe qui pourrait me proposer quelque chose de plus durable. Donc j'avais clairement le choix. Je me lance dans l'activité en respectant 100% de ma valeur, pas possible. Donc, il faut faire des compromis. Aujourd'hui, j'ai des fermetures avec les CR, avec une bande en coton recyclé, tout chouette. Mais il faut de temps en temps faire aussi des choix. Il faut suivre ses valeurs, mais il ne faut pas oublier que si on veut se lancer dans une activité ou un business, la perfection n'existe pas. Ouais, génial. Franchement, super inspirant ce que tu nous partages aujourd'hui. Quels sont les prochains projets que tu as? Alors, le plus grand projet, c'est vraiment sur la partie matériaux, donc la partie cocon la partie vente et commercialisation en B2B du matériau pour d'autres secteurs d'activité. Je suis en projet et en négociation avec pas mal des entreprises dans le secteur, certes, de la maroquinerie, chaussures, ameublement, automobile, architecture et autres. Veut dire, c'est de vendre mon matériau à d'autres industries pour qu'eux, ils fabriquent également des choses avec. Donc là, c'est mon grand focus et là-dessus. euh, et je pense on est sur une bonne voie. Ouais, je trouve ça super inspirant, hein. Bravo, vraiment, j'adore. Dis-moi, où est-ce que les gens peuvent te suivre, te retrouver, voir les produits, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Alors, un peu partout. Donc, bien sûr, Baguefare, il y a la partie site web. On peut acheter aussi sur le site web. Néanmoins, moi, je suis quelqu'un, je crois dans l'humain et donc ça se reflète jusqu'à la stratégie de vente. Je préfère si vous allez dans les boutiques en centre-ville. Donc, une liste de revendeurs est en ligne, ou puis vous envoyez un petit message. Donc, il y a des boutiques maroquinerie ou d'autres qui revendent les produits. Et je préfère que vous allez chez eux qu'acheter en ligne. Voilà, pour voir les produits, pour découvrir d'abord et pour avoir le contact humain. Bien sûr, je suis aussi sur les réseaux sociaux, je veux dire Facebook, Instagram ou similaire, ou moi perso, les entreprises aussi, sur LinkedIn. J'ai des journées assez chargées, néanmoins, je réponds à tous les messages. Je réponds à chaque mail, je réponds à chaque message sur Instagram ou sur LinkedIn. Donc, il ne faut pas hésiter même de juste passer un petit mot. Ah, je trouve ça génial parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu es partout. Et en même temps, tu es très précise et très centrée aussi sur les toutes petites tâches finalement de l'entrepreneuse aussi. Donc vraiment, je trouve ça génial. D'ailleurs, ça me fait penser à une soft skill que j'imagine tu as, qui est l'organisation. Oui, alors, il y a toujours des choses à perfectionner là-dedans, parce que ça m'arrive d'avoir une to-do list et de ne pas y arriver de tout gérer. Mais bien sûr, après,
je suis pas une Wonder Woman, hein. Je travaille avec des to-do list et avec un agenda, comme tout le monde. J'écris des choses, voilà, j'essaye de prioriser comme il faut. C'est là où c'est le plus dur sur certaines journées parce que 24 heures, ça se passe trop vite. Euh, mais bien sûr, j'essaye au mieux. Je ne suis pas à la perfection de l'organisation, mais je fais au mieux. Toi, tu t'organises à la journée ou tu t'organises sur la semaine, sur comment tu t'organises? Moi, ça Ouais, m'intéresse. en fait, c'est un peu du tout. Je commence vraiment. Bah, là, par exemple, j'ai mes rendez-vous prévus, et là, que personne vont tomber de leur chaise, jusqu'au fin mai, l'année prochaine. Donc, j'adore d'organiser sur le long terme. Certes, ça ne veut pas dire que jusqu'au fin mai, mes journées du A à Z sont structurées. Mais les grandes dates, les grands rendez-vous, les salons pro, les déplacements, tout ça, c'est prévu un max. Après, je m'organise à la semaine, en me disant, voilà, quelles tâches sont où. Je passe tellement de choses, tellement de temps sur mon ordinateur, les portables ou les ordinateurs. Là aussi, je travaille en moyenne avec 3 écrans et 2 portables et un tablette. Donc, ça suffit. Que tout ce qui est agenda et to-do list, je les fais à la main, sur un papier, pour me libérer un peu de l'esprit. Et effectivement, chaque début de semaine, donc ça c'est déjà fait, il y a quelques heures que je fais ça ce matin, chaque lundi, je structure ma semaine. Et par la suite, chaque jour, je reprends le planning que j'ai fait en peut-être changeant ou ajustant ou ajoutant certainement aussi des choses. Eh ben, génial, franchement, merci, je le prends parce que moi, l'organisation, c'est vraiment une soft skill que je souhaite développer pour gagner du temps, de l'énergie. Donc, merci beaucoup pour cette vision, peut-être à plus long terme, effectivement. Moi, c'est peut-être là que je planifie moins j'ai moins une vision à Ouais. long terme. Donc, merci beaucoup. Et voilà, et peut-être un petit ajout, ce que j'essaye de faire, j'arrive pas chaque jour, c'est vraiment de se dire le matin, je commence avec la tâche, une chose à faire qui j'aime pas, qui fait moins de plaisir sur ma to-do list de la journée. Et comme ça, c'est fait. Et pareil, si j'ai des tâches où je sais que ça va me prendre 3 minutes, un mail, une réponse sur LinkedIn, un truc, autant que je les fais tout de suite. Et comme ça, je ne l'ajoute pas sur ma to-do list. Donc ça ne va même pas sur la to-do list, c'est fait immédiatement si ça prend moins de 3 minutes, c'est ça? Oui. Ah, très bien. Bon, bah, écoute, formidable. Eh ben, je prends en tout cas les informations. Écoute, je suis ravie vraiment d'avoir fait cette interview avec toi, Ronia, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit, que tu aurais envie de partager, une phrase de fin, une Non. conclusion, quelque Oui, chose? peut-être un petit mot du fin ou ce que j'aime bien dire à ceux qui hésitent sur la question de l'entrepreneuriat, c'est lancer un projet ou similaire, c'est effectivement de revenir à la question de pourquoi pas. Qu'est-ce qui te manque pour te lancer? Est-ce qu'il y a un doute sur toi-même, sur ton idée? Est-ce qu'il te manque une compétence? Et c'est oui, bah, comment on va résoudre ce problème-là? Comment on va trouver quelqu'un qui a la compétence? Comment tu vas mieux organiser? Parce qu'il y a trop d'excuses souvent. Moi, j'entends souvent, ouais, mais j'ai pas de l'argent pour. Alors certes, il y a des choses qui coûtent l'argent. Sauf que il y a toujours un moyen de trouver. Il y a ceux qui disent, mais j'ai pas le temps. Bon, bah, alors, faisons le point. Moi, je suis la première qui passe en moyenne 1 heure et demie la journée sur les réseaux sociaux. Certes, parce qu'il y a une partie de boulot derrière, parce que je gère certains réseaux sociaux, mais peut-être on peut gagner chaque jour un quart d'heure. Et si on va consacrer un quart d'heure à ton projet, allez, on y va, fonce et ose. Génial. Fonce et ose. Moi, je garde ça. Je dis bravo. Merci beaucoup, Ronia. Je suis vraiment ravie de cette interview. J'ai hâte de lire les commentaires de nos spectateurs, de nos auditeurs sur cet enregistrement. Euh, merci à toi. Très belle journée. Merci. À très vite, Merci pour en tout cas. l'invitation. Et voilà, et moi, je serai la première qui répond aux commentaires et questions une fois qu'on l'a reçu. Ah oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Très belle journée. Merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir.